Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Disparition ce soir d'une grande voix de la France libre. Jean-Louis Crémieux-Briac, grand résistant, historien de la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé à l'âge de 98 ans. Il fut l'un des premiers à dénoncer les chambres à gaz en 1944, a précisé l'Élysée dans un communiqué ce soir. Au Front National, c'est la cassure. Marine Le Pen s'oppose à la candidature de Jean-Marie Le Pen au régional. Le président d'honneur du parti est en passe d'être écarté. Point d'orgue de la dédiabolisation du FN après l'interview qu'il a accordée au journal d'extrême droite Rivarol. Et c'est une bataille politique et familiale inédite. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi soir. Manuel Valls veut doper l'investissement pour favoriser l'emploi. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures techniques et fiscales. Et plus largement, c'est une nouvelle page après les départementales. L'exécutif ne parle plus chômage, mais insiste sur un nouveau mantra, l'investissement. Décryptage de cette stratégie tout à l'heure. L'Amérique scandalisée, c'est la bavure de trop qui choque l'opinion publique. Une vidéo montre un policier blanc abattre un citoyen noir de plusieurs balles dans le dos en Caroline du Sud. Après avoir invoqué la légitime défense, l'agent a été arrêté et inculpé pour meurtre. Les images en le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il n'a jamais vraiment voulu du pouvoir. Sa fille, elle, le veut. Marine Le Pen dénonce un suicide politique et s'oppose à la candidature de Jean-Marie Le Pen au régional. Après l'interview accordée à Rivarol, le président d'honneur du FN est en passe d'être écarté sur fond de bataille politique et familiale. On voit tout cela avec Pauline Dame. Cette image, celle d'une complicité entre un père et sa fille, est trompeuse. La rupture est consommée. Au cœur de la polémique, l'interview de Jean-Marie Le Pen à l'hebdomadaire Rivarol, un journal d'extrême droite, considéré comme hostile à Marine Le Pen. Le président d'honneur du FN critique les choix politiques de sa fille, stigmatise Manuel Valls sur sa nationalité et va jusqu'à prendre la défense de Pétain. La riposte est cinglante. Marine Le Pen parle de suicide politique et annonce qu'elle s'opposera à la candidature de son père aux élections régionales en PACA. Pour Florian Philippot, la rupture est désormais totale et définitive. Il est en totale contradiction sur tous les sujets, d'ailleurs, avec ce que dit et ce que pense le Front National et Marine Le Pen. Et donc le Front va prendre ses responsabilités. Si les cadres du parti tirent à boulet rouge, les fidèles de Jean-Marie Le Pen préfèrent rester silencieux. Le sénateur Roger Karoutchi n'est pas étonné. C'était un règlement de compte à hockey choral un peu prévisible. Le père qui, lui, se sent dessaisi de tout pouvoir, sent que c'est sa fille qui met les siens et que les siens, et qui dit comment, et donc il va dans la provocation. Pour ce chercheur spécialiste du FN, la stratégie du patriarche est claire. Il veut vraisemblablement se poser comme un gardien du temple. Il s'agit avant tout d'un rappel identitaire, de mémoire de ce qu'a été le Front National. Il n'est pas contre la stratégie de Marine Le Pen, mais il estime vraisemblablement qu'elle ne doit pas conduire à effacer ce qu'il considère être comme l'identité profonde du Front National. Jean-Marie Le Pen sera-t-il exclu de sa fonction de président d'honneur? Le FN doit réunir le 17 avril un bureau politique. Voilà, et on évoquera dans quelques instants cette cassure au Front National et ses conséquences avec le club d'éditorialistes du 22h. L'investissement, c'est le talon d'Achille de l'économie française. Manuel Valls veut donc inciter les entreprises à investir pour favoriser l'emploi. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures techniques et fiscales. Le résumé avec Sandra Cerquera. C'est la surprise des annonces de Manuel Valls ce matin. Il n'y aura pas de hausse des tarifs autoroutiers en 2015. Les sociétés d'autoroutes sont encouragées à investir pour doper la croissance et donc créer des emplois. Investir là, maintenant, tout de suite et pas dans 6 mois. Et pour créer ce déclic, le gouvernement propose de nombreuses exonérations fiscales. L'enveloppe est de 2,5 milliards d'euros sur 5 ans, avec une baisse d'impôts pour les entreprises qui investissent dans leurs équipements industriels. C'est un effort là aussi sans précédent. Il permettra d'accélérer le renouvellement de notre outil de production, la conquête de parts de marché et donc, une fois encore, la création d'emplois. Autre proposition, la Banque publique d'investissement devrait augmenter ses prêts et l'investissement des collectivités territoriales facilité avec des avances de trésorerie. Une annonce sociale aussi,
Avec la création d'un compte personnel d'activité, un salarié pourra ainsi conserver ses droits tout au long de sa carrière professionnelle. Ce compte personnel d'activité doit être un outil souple qui permettra aux salariés de connaître moins de périodes de rupture professionnelle et de bénéficier plus facilement de formation pendant les périodes de chômage, par exemple. Un discours économique, mais également très politique, dominé par le soutien à l'investissement. Et favoriser l'investissement, c'est aussi donner des gages à l'aile gauche du PS. Il s'est donné la mort hier au premier jour de son procès. Peu avant, dans une lettre d'adieu, Jean Germain, l'ancien maire PS de Tours, dénonçait la chasse systématique aux politiques. Son geste tragique met en lumière le désarroi et la solitude parfois des responsables, impuissants face à un système médiatique et judiciaire qui peut s'emballer. Les détails avec Cécile Sixou. Un homme politique qui se donne la mort, le destin tragique de Jean Germain n'est pas le premier. Depuis 1936, ils sont près d'une dizaine à être passés à l'acte. Parmi les plus connus, Roger Salengro ou encore Pierre Bérégovoy, des hommes pris dans la tourmente médiatique et judiciaire. Dans le climat général que nous traversons, les hommes politiques sont systématiquement visés et systématiquement considérés comme coupables. La politique a un monde violent. Si les élus sont parfois adulés quand ils sont exemplaires, ils sont aussi détestés lorsque les choses tournent mal. Je pense que souvent, la pression n'est pas supportée. Et puis, on voit en politique des gens extrêmement résistants. Ils résistent, ils résistent, ils résistent, jusqu'au moment où ils craquent. Et c'est cela, je crois qu'il faudrait peut-être mesurer, sur lequel il faudrait réfléchir. Réfléchir, les parlementaires sont protégés par leur immunité. Si elle ne place pas l'élu au-dessus des lois, elle leur permet d'exercer leur mandat sans pression extérieure. Peut-être faudrait-il revoir ce système pour épargner aux élus d'être considérés comme coupables dès lors qu'ils sont impliqués dans un dossier judiciaire. Et puis, je vous le disais en titre, on a appris ce soir la disparition d'une très grande voix de la France libre, Jean-Louis Crémieux-Briac, grand résistant, historien de la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé à l'âge de 98 ans. Il fut l'un des premiers à dénoncer les chambres à gaz, a précisé ce soir le président Hollande dans un communiqué. On va écouter justement Jean-Louis Crémieux-Briac, c'était le 27 mai 2013. Il défendait les valeurs du Conseil national de la résistance de mai 1943. Les principes subsistent et sont pour nous une croyance et une promesse aussi encore pour notre avenir. Celle d'un renouveau de la France vers la modernité, mais aussi vers la justice. Ce programme était révolutionnaire et a engagé durablement notre avenir, heureusement. Voilà, et nous sommes en ligne avec l'historien Jean-Noël Jeannet. Bonsoir Jean-Noël. C'est la disparition d'un grand homme, un grand résistant dont la vie, le parcours a imprimé le siècle. Oui, je crois que c'est une perte nationale. C'est un homme de très haute stature. Rarement une figure avait su équilibrer autant les prestiges de l'action et de la vie de l'esprit, d'un bout à l'autre de cette très longue vie. Nous sommes très tristes ce soir parce qu'il va beaucoup nous manquer. Il avait su à la fois être un magnifique résistant. Il s'était libéré de l'emprise allemande en passant par la Russie. Il avait rejoint De Gaulle. Il a ensuite été un grand administrateur. Il a fondé la documentation française qui a beaucoup compté et pesé pour donner à connaître ce qu'est l'action de l'État. Et puis aussi, en tout cas, il est devenu un grand historien, bien meilleur que beaucoup des historiens universitaires. Il a su mêler la réflexion sur ce qu'avait été son histoire personnelle autour de Gaulle, en particulier, dont il a publié les œuvres dans la Pléiade, et en même temps la distance de celui qui s'est installé comme beaucoup plus qu'un chroniqueur, comme quelqu'un qui a donné à connaître pour les générations qui ont suivi ce qu'a été la guerre de 1940, ce qu'a été la France libre. Son œuvre va rester. Et puis ce soir, je pense aussi au discours que nous avions été nombreux à entendre dans la cour des Invalides, lorsqu'il avait dit au revoir à Stéphane Hessel, avec qui il avait partagé beaucoup de courage, beaucoup de générosité, beaucoup d'humour aussi. Dans cet homme que nous perdons, il y avait à la fois l'étonnante présence de cette vaillance et en même temps une modestie qui nous laissait tous étonnés. Ça nous avait frappé
vous montrer des images du prix que nous lui avions donné, prix du livre d'histoire du Sénat. C'est un moment qui reste très fort dans nos souvenirs et qui était tout à fait représentatif de ce qu'il avait voulu être. Il était à la fois un témoin, il était un acteur, il est un exemple moral, intellectuel et civique. Oui, je crois que nous sommes très nombreux ce soir à éprouver beaucoup de chagrin à voir ce très vieux monsieur qui était resté si jeune nous quitter. Merci beaucoup, Jean-Noël Jeannet, pour votre témoignage et, comme vous le dites, un exemple moral et un grand homme. Merci à vous. La suite du 22h à présent, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi sur la cassure au Front National et puis sur le plan investissement du gouvernement, l'investissement qui devient le nouveau totem de l'exécutif. On évoquera tous ces sujets avec Guillaume Tabar du Figaro, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, Hélène Pilichowski, journaliste politique, et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, le rappel des principales informations en France et dans le monde avec ce soir l'Amérique scandalisée. C'est le tour de l'info. Il est signé Agathe Pécastin. Les images sont choquantes. Sur cette vidéo filmée par un smartphone, on peut voir un policier tuer un homme noir de plusieurs balles dans le dos. Cet homme semblait fuir et n'était pas armé. La scène se passe aux États-Unis, en Caroline du Sud. Hier, le policier a été arrêté et inculpé de meurtre. Je ne pense pas que tous les policiers sont des mauvais policiers. Mais il y en a des mauvais et je ne veux pas que quiconque se fasse tirer dessus comme mon frère a été abattu. Nous avons tous vu la vidéo. S'il n'y avait pas eu de vidéo, connaîtrions-nous la vérité ? Nouveau rebondissement autour des tarifs d'autoroute. Alors qu'une augmentation était prévue de 0,57% en 2015, Ségolène Royal et Manuel Valls annoncent aujourd'hui qu'il n'y aura pas de hausse des tarifs des péages cette année. Une annonce qui va une nouvelle fois contrarier les sociétés d'autoroute, car les discussions sont en cours et rien n'est encore acté. Déjà fin janvier, le gouvernement avait gelé la hausse annuelle des péages prévue au mois de février par les contrats de concession. Mathieu Gallet a dû rendre des comptes face aux syndicats et aux députés. À cette audition, il maintient son projet et minimise la grève qui touche Radio France depuis 21 jours consécutifs. La solution d'une médiation extérieure est désormais privilégiée. On se repose la question sur la façon dont on reconstruit le dialogue social. Peut-être qu'à cette occasion-là, on aura besoin d'une intervention extérieure pour nous aider sur le retissage de ces liens du dialogue social. Mais avant tout, revenons au projet, revenons à nos atouts, à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la radio. Interrogée à l'Assemblée, la ministre de la Culture, Flore Pellerin, annonce qu'elle ferait connaître très rapidement ses décisions pour renouer le dialogue social. Le CSA appelle également à une résolution des conflits. 110 propositions, 110 mesures assez techniques. Depuis le mois d'octobre, une cinquantaine d'experts et de spécialistes avaient été auditionnés par les sénateurs. Aujourd'hui, ils dévoilent leur rapport. L'objectif, mieux prévenir les comportements terroristes, mais aussi augmenter les moyens de lutte contre le djihadisme. Et l'on termine par le dessin du jour de Plantu dans Le Monde, qui ironise sur la voix de Jean-Marie Le Pen, devenue trop dérangeante pour le Front National. Le club d'éditorialistes du mercredi 22h, c'est le débat et l'analyse sur les thèmes qui agitent l'actualité. Au menu ce soir, la guerre ouverte au Front National entre les Le Pen. La présidente du FN a décidé de s'opposer à la candidature de son père, Jean-Marie Le Pen, aux élections régionales en PACA. Après l'entretien qu'il a accordé à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, alors c'est la cassure sur fond de bataille politique et familiale, on en parle. Et puis c'est le nouveau totem ou mantra du gouvernement, l'investissement dans tous les discours de l'exécutif. Un mot, un plan aussi, destiné à faire repartir la machine économique qui a donné des gages à la gauche. Analyse du fond et de la forme tout à l'heure. Et pour en parler, nos invités ce soir, Cécile Cornudet, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, éditorialiste aux Échos. Nous accompagne également Hélène Pilichowski, bienvenue à vous. Bonsoir. Journaliste politique. Guillaume Tabar nous accompagne, bonsoir. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Le Figaro, avec demain une interview en exclusivité de Marine Le Pen dont on va parler, et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs,
Mesdames, on va largement évoquer ce soir cette bataille politique et familiale au FN chez les Le Pen. Mais d'abord, Guillaume Tabar, parlons de cette peut-être différence fondamentale pour commencer entre les deux, le père et la fille. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Le père n'a jamais vraiment voulu du pouvoir. La fille, elle, le veut. Oui, je crois que c'est pour ça aujourd'hui que la crise intervient, parce que franchement, les dérapages de Jean-Marie Le Pen, ils ne sont pas nouveaux, ils sont même répétitifs, au point qu'ils ne provoquent plus finalement tant d'émotions que ça dans le pays. Je veux dire que c'est émoussé, séculé, même si ça reste toujours aussi choquant. En revanche, ça vient heurter de plein fouet la stratégie de Marine Le Pen, parce que lui, tant qu'il était celui qui perturbait le système, qui en gros se faisait plaisir, en faisant peur à tout le monde, au point d'arriver au second tour de la présidentielle, mais voilà, après, il pouvait se contenter de refaire le monde, et j'allais dire de vivre dans le passé avec ses vieux camarades. Elle, Marine Le Pen, elle veut délibérément exercer le pouvoir. Regardez toute la stratégie récente du Front National, c'est on conquiert des mairies, on veut conquérir des régions, et elle veut clairement devenir un jour présidente de la République. Et il y a un jour où la stratégie du père se trouve en contradiction totale avec celle de la fille, et on est dans ce moment où désormais elle doit clairement et définitivement choisir entre les deux. Et là, il semblerait que maintenant, elle est choisie. C'est ce qu'elle a dit dans l'interview à paraître demain dans le Figaro, clairement. Hein. Oui, elle dit clairement qu'elle ne veut pas et qu'elle ne peut pas tenir compte de ce lien filial avec son père, qu'elle raisonne en politique, que son but, c'est maintenant Oui, Hélène Pilichowski, on met beaucoup de psychologie dans cette bataille. C'est pas faux, évidemment, mais est-ce que c'est pas d'abord une grande bataille politique ? C'est pas une bataille ordinaire, si vous voulez, quand même, malgré tout. C'est comme quand François Hollande et Ségolène Royal étaient tous les deux candidats à la primaire socialiste. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a bagarre politique, bien sûr, mais ce qui en fait, si on peut dire, le sel, finalement, c'est que c'est un vrai drame cornélien, avec la fille et le père qui sont offensés, qui est l'offenseur dans l'histoire, qui va tuer, etc. C'était quand même au-delà d'un conflit politique. Et c'est en cela que moi, je trouve ça particulièrement intéressant et très fort dans l'actualité politique. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Cela dit, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui si, pour Marine Le Pen, ça va être quelque chose qui va lui nuire, enfin l'attitude de son père, est-ce que ça va lui nuire ou pas, ou est-ce qu'elle peut au contraire y gagner quelque chose? C'est probablement un moment extrêmement difficile pour elle, même si ça couvait depuis très longtemps, parce qu'il y a longtemps qu'elle essaie de naviguer avec ce père un peu envahissant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui lui a donné un héritage. Et quel héritage? Le Front National. Donc c'est pour ça que c'est cornélien, c'est extrêmement difficile pour elle. Hein. Donc elle a montré beaucoup d'habileté dans sa relation avec son père, qui effectivement, au fur et à mesure du temps et des succès de sa fille, a pris un malin plaisir à envoyer parfois des tas de petites choses comme ça sur la scène médiatique pour la déstabiliser. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce que c'est sa vieillesse? Est-ce que c'est un homme foncièrement mauvais? C'est étrange d'ailleurs, parfois ces propos haineux pour blesser sa fille, c'est quelque chose... On a du mal à comprendre la psychologie de cet homme-là, même si nous, les journalistes politiques qui suivons la politique depuis longtemps, Dieu sait si on l'a pratiqué. Moi, je l'ai interviewé même en tête-à-tête plusieurs fois. Et c'est quelqu'un qui est tout à fait insaisissable. Mais je pense qu'elle peut gagner dans cette bataille. À la différence de Bruno Maigret, qui avait voulu déjà tuer le père, entre guillemets. Qui a été une victime et qui, lui, oui. et qui a été une victime qui ne s'en est pas sorti, finalement. Jean-Marie Le Pen a fini à avoir raison du félon qui avait voulu... Et Cécile, il faut rappeler quand même que Jean-Marie Le Pen, il y a 5 ans, a préféré sa fille à son fidèle compagnon Bruno Gollnisch. Il l'a choisi pour le succéder, mais pas pour le remplacer. Pas pour surtout changer son bébé. Moi, je pense que c'est pas innocent que cette crise arrive maintenant. Elle arrive maintenant, après les départementales. Parce que ces attaques de Jean-Marie Le Pen, effectivement, il n'y a pas de nouveau sur le fond, mais dans la cible, vraiment, c'est fait pour embêter Marine Le Pen, parce que je pense que pour la première fois depuis qu'elle est à la tête du Front National, il a senti comme un petit flottement. Certes, elle a progressé, mais elle n'est pas devenue le premier parti de France comme elle voulait, elle n'a pas eu de département. Donc, il y a eu un petit moment de semi-déception dont il a profité pour enfoncer le fer. Et elle réagit aussi à cause de ces départementales, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait en fait ce plafond de verre qui l'empêchait de traduire en siège ses voix d'électeurs, et pour faire sauter ce plafond de verre, pour faire venir à elle des électeurs qui peuvent être rebutés par Jean-Marie Le Pen et tout ce que véhicule le Front National, et elle fait sauter le père. Pour faire sauter le plafond de verre, elle tue le père. Voilà. Je vais vous donner la parole, Jean-Luc Gombault. Un mot, parce que ce geste, pour l'instant, on a l'impression qu'il la libère de l'héritage de l'extrême
l'extrême droite, Vichy, la guerre d'Algérie, le négationnisme, etc. On parle quasiment plus du programme économique, etc. Pour le moment, on est sur autre chose. Une fois que la rupture, si jamais ça a lieu, sera consommée, on sera obligé. Parce que dans la mesure où elle balance aux orties les fondamentaux de Jean-Marie Le Pen, que lui s'acharne à défendre, à ce moment-là, la bataille contre le Front National va automatiquement changer. Parce qu'en réalité, ce qu'on remarque, c'est que depuis que Jean-Marie Le Pen existe, nous le suivons depuis les années 80, c'est toujours les mêmes arguments contre le Front National. Et quand il faisait 2% des voix, on employait ce type d'argument. Maintenant qu'on arrive à plus de 20%, on emploie exactement les mêmes arguments. Une fois que Jean-Marie Le Pen sera éjecté du Front National, on ne pourra plus se battre contre le Front National de la même façon. On sera obligé. Alors justement, on sera peut-être obligé d'aller sur le fond et sur les questions, et puisque vous posez la question, notamment sur les questions économiques. Donc le premier chapitre, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la famille? Alors moi, je répondrai, Jean-Marie Le Pen, combien de divisions aujourd'hui dans le Front National? Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont levés pour le défendre aujourd'hui. Bruno Gollnisch. Parce qu'en fait, je pense... D'un coup, mais quand on parlait de dédiabolisation du Front National, donc l'entreprise de Marine Le Pen, c'était qui le diable dans l'histoire? Tout le monde l'a compris. Et donc là, maintenant, elle est au pied du mur. Il faut tuer le diable. Et ce qu'elle dit dans le Figaro demain, Guillaume Tabar, je ne laisserai personne affaiblir le FN. Voilà aussi un acte d'autorité. Qui est le chef, dit-elle, c'est moi. Oui, en général, quand on dit « je ne laisserai personne affaiblir le parti », on parle des ennemis de l'extérieur. Là, c'est clairement l'ennemi de l'intérieur. Oui. Et l'ennemi de l'intérieur, c'est le fondateur. C'est ça qui est paradoxal. Mais pour prolonger ce que disait Jean-Louis, c'est précisément ce que Marine Le Pen cherche. C'est que ça fait des mois, ça fait des années qu'elle dit « mais je veux la confrontation sur mon programme ». Parce que après, on peut dire « est-ce que la retraite à 60 ans, c'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Mais on n'est plus dans l'affaire « est-on républicain ou pas républicain ?» Ce qui entachait encore l'image, la réputation et la présence du Front National dans le débat politique, c'est le fait qu'il reste rattaché à un certain passé. C'est les chiffons rouges qu'on lui a agités à chaque fois, d'ailleurs. La réponse aussi à est-ce que cette affaire-là va lui nuire ou pas, qu'il y ait de la part du père une volonté de nuire à sa fille, c'est évident, mais je pense qu'en voulant lui nuire, il lui rend un ultime service. Exactement. Parce qu'elle lui permet de dire, ça y est, maintenant, tout ça, c'est du passé. Parlons de mon projet. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas une partie quand même du Front National qui du coup peut suivre le père en trouvant qu'il se recentre trop? Tous ceux qui étaient au Front National Canal Historique, elle joue sur les où vont-ils aller? Ils vont pas aller à l'UDI, ceux-là. Donc vous êtes jeunes, vous êtes d'extrême droite. Il y a des places à prendre avec Madame Le Pen. Avec Monsieur Le Pen, c'est terminé. Il y a des postes, dans les régions, dans les départements, il y a quand même des choses à faire. Et donc, tous ceux qui ont un petit peu d'ambition, vous êtes d'extrême droite, tous ces cadres de base, ils vont suivre. Le problème, c'est que la crise risque de durer longtemps. Se débarrasser complètement de lui ne va pas être évident. Il n'y a rien de prévu dans les statuts pour c'était la question. Enlever le président d'honneur, même pour... oui, et maintenant, quelle sanction? Parce que l'écarter des régionales, c'est de refuser l'investiture. Mais s'il décide de se présenter malgré tout? Oui, mais moi, je ne le crois pas. Je pense que... il n'en a pas la capacité physique, morale, financière, je ne suis pas tout à fait sûre. Et puis Jean-Marie Le Pen, il a 86 ans. Oui, il est dans la provocation, sur des sujets graves comme ceux qu'il souhaite, mais il est dans la provocation par principe, j'allais dire. Oui. Et là, il jette un pavé dans la mare, dans son propre parti, dans sa propre famille. J'allais dire, le mal est fait et ça peut lui suffire. Je ne suis pas persuadé qu'on va aller jusqu'au bout de la crise, à savoir que ça va passer par une exclusion, par ceci, par cela. Il y aura ce fameux bureau politique le 17 avril. Ça paraît évident que la tête de liste en PACA lui sera retirée. Oui. Et après, je suis presque prêt à prendre le pari que les choses vont se calmer et que... Est-ce qu'ils n'ont pas été tellement loin tous les deux, qu'il faut qu'il se passe une... Oui, mais je pense qu'il y a aussi, juste un mot, on parle de la dimension père-fille, la fille qui tue le père qui tue le... Bon. Mais je pense qu'il y a aussi une part de suicide politique de la part de Jean-Marie Le Pen. Ça, vous reprenez le mot. Parce que ça fait... suicide, elle l'a pris dans son communiqué. Mais quelqu'un qui veut exister ne se suicide pas. Oui, et pourquoi? Parce que là, Jean-Marie Le Pen, ça fait quelques mois qu'il dit « je serai tête de liste en PACA ». Oui, justement, oui. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait le tour des régions? On dit « tiens, il y a deux régions que le Front National peut gagner, c'est le Nord et PACA ». Donc, l'hypothèse que Jean-Marie Le Pen gagne la région... Vous pensez qu'il a reculé devant la marche? Je pense, oui. Comme il l'avait fait... Pour parodier un peu De Gaulle,
est-ce qu'on va dire, Jean-Marie Le Pen, qui a toujours été un provocateur, un type qui voulait faire secouer le système, est-ce qu'à 87 ans, il va commencer une tranquille carrière de président de région? Est-ce que vous imaginez Jean-Marie Le Pen président de région, dirigeant son hémicycle, distribuant les subventions aux associations, aux entreprises? Non, il n'a aucune envie de présider une région, Jean-Marie Le Pen. Donc voilà un coup d'éclat avec des propos outranciers pour laisser la place à d'autres. Oui, je pense que voilà. Non, mais de toute façon, il y avait un schéma qui était en train de se dessiner. Il fait campagne et il laisse la région à Bruno Gollnisch pour la gestion quotidienne. Oui, mais je pense que quand même, voilà, il rend impossible cet ultime combat qu'il Alors justement, je vais vous laisser débattre. On va s'arrêter quelques instants sur quelques éléments du portrait de Jean-Marie Le Pen, parce que s'il fallait faire tout le résumé des excès, des outrances, il aurait fallu plus de temps. On regarde ce sujet de Mounir Soussi, on en parle juste après. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Un détail qui accompagne la trajectoire politique de Jean-Marie Le Pen depuis près de 30 ans. Ce débat sur l'existence des chambres à gaz revient à intervalles réguliers dans la bouche du fondateur du Front National. Depuis 1972, le mouvement s'est installé dans la vie politique et Jean-Marie Le Pen en a été l'incarnation unique jusqu'à l'élection de sa fille à la tête du parti. Loin de s'effacer, Jean-Marie Le Pen s'autorise encore à évoquer cette question des chambres à gaz. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Ce qui est une évidence. Les nombreuses condamnations devant la justice n'ont pas eu d'effet dissuasif. Sa parole reste libre et incontrôlable et rend nerveuse la direction actuelle du parti. Le fossé s'est creusé un peu plus avec cette dernière déclaration. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée. La sortie de trop. Le Front National, en pleine ascension électorale, envisage de prendre des sanctions contre Jean-Marie Le Pen en le privant de l'investiture pour les régionales en PACA. Et cette mise à l'écart serait loin d'être un détail pour le FN et ses sympathisants. Voilà pour ce portrait. On a beaucoup de réactions sur Twitter. Hélène Pilichowski qui nous disent libérée de l'ombre de la tutelle du père, finalement, de ses propos outranciers, de ses dérapages, elle a les mains totalement libres pour mener à bien sa stratégie de dédiabolisation, sa conquête. Finalement, le boulevard est là, ouvert. Oui, bah, je pense pas que ça, encore une fois, je pense pas que ça sera facile, que la transition va être comme ça, va s'imposer d'elle-même. Mais lui, il va continuer à faire finalement ce qu'il a toujours adoré faire, c'est-à-dire chambouler la scène médiatique nationale, faire parler de lui, surtout par des propos outranciers. Il n'a toujours fait que ça. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on parle de dérapage. C'est pas des dérapages. C'est très contrôlé. C'est très contrôlé. C'est son fonds de commerce politique dont il a toujours usé, pas pour conquérir le pouvoir, mais pour tenir une place de choix sur la scène, pour faire monter au plafond une certaine gauche qu'il haït profondément, ce qu'il appelait... C'était le premier d'ailleurs, hein, contre ce que dénonce d'ailleurs contre l'UMPS, enfin si vous voulez, contre la pensée unique, contre la bien-pensance et tout ça. C'était le premier à dénoncer et à faire bouger tout ça avec une jouissance qui dissimulait jamais, en fait. Ce qui n'est pas du tout la façon de faire de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle veut convaincre. C'est tout à fait différent. Il y a deux aspects quand même. Il y a l'aspect que les mains libres, etc. Mais ce plafond de verre dont parlait Cécile tout à l'heure, il y a deux aspects. Il y a l'aspect héritage, et puis il y a aussi l'aspect alliance. Il y a l'aspect alliance. C'est-à-dire qu'on ne franchit le plafond de verre que quand on a une stratégie d'alliance, que n'a pas Madame Le Pen. Donc, ni en Europe, ni en France. On l'a vu en Europe non plus. Ne pas trouver d'alliés en Europe et pas trouver, on l'a vu au départemental, pas trouver d'alliés. Et donc à partir de là, liquider Jean-Marie Le Pen ne lui résout pas totalement sa marche vers le pouvoir. Donc ce sera encore compliqué. Il faut pas non plus de contresens, dire en gros, tant qu'il y avait le père, les alliances n'étaient pas possibles, et maintenant qu'il y a les filles, elles sont possibles. Je serais presque prêt à dire l'inverse, car aujourd'hui, clairement, Marine Le Pen ne veut pas d'alliance avec l'UMP. Elle construit tout sur « je remplace l'UMP ». Alors que lorsqu'il y a eu des éventualités d'alliance, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Dreux, ou Jacques Chirac, il faut quand même le rappeler, qu'on présente comme l'homme qui a toujours été intransigeant avec le FN. Dans la seule histoire de la droite, c'est Jacques Chirac, président du RPR, qui a fait une alliance avec le Front National à Dreux. C'est en 98, avec des présidents UDF, là aussi il faut le rappeler, que des accords ont pu être faits dans certaines régions pour faire élire des présidents. Donc vous voyez, le parti de Jean-Marie Le Pen a fait ou tenté de faire des alliances avec la droite, pas Marine Le Pen. Et deuxième point, là on dit oui, Jean-Marie Le Pen, c'est une histoire de dérapage, etc. On ne peut pas non plus réduire Jean-Marie Le Pen à des dérapages. D'abord, les dérapages, on vient de les entendre, c'est
un même et unique dérapage qu'il se plaît à répéter éternellement. La chambre à gaz, le détail, etc. C'est quasiment mono-obsessionnel sur ce point-là. Même s'il y a eu autre chose, Henri Mais Varol. Parler des origines de Manuel Valls, Oui, de reprendre vraiment la France, voilà, il y a d'autres éléments. Sans vouloir non, bien sûr. ni banaliser, ni excuser tout ça, si Jean-Marie Le Pen n'était qu'un dérapage sur les chambres à gaz, il n'aurait jamais été au second tour de l'élection présidentielle. Et vous dites, il ne faut pas oublier aussi que c'est un homme politique avec des malades. Il a contrepartie. Quand aujourd'hui on dit mais Marine Le Pen fait du Front National le premier parti ouvrier de France, etc., ce qui est vrai aujourd'hui, la première mue du Front National qui devient un parti populaire et qui récolte l'électorat ouvrier, c'est Jean-Marie Le Pen. Dès 95, c'est Pascal Perrineau qui a inventé cette formule du gaucho-lepénisme lors de la présidentielle de 95. C'est aussi lui qui se qualifie au second tour de la présidentielle. Donc vous voyez, il y a quand même toute une histoire politique qu'il a réussi à construire. Parce que c'est un personnage. Donc on est à un moment particulier. Donc vous dites norme, attention, il ne faut pas évidemment le réduire à ces dérapages. Donc on est à un moment particulier à la fois de l'histoire de ce parti et finalement du paysage politique aussi, puisque voilà un parti, qu'on le veuille ou pas, qui fait sa mue et qui va couper un cordon. Peut-être qu'on peut imaginer qu'une fois le cordon totalement coupé entre Marine Le Pen et son père, elle va peut-être pouvoir petit à petit, ça sera pas en un jour, mais construire une image totalement différente du parti, parce que ce qu'on lui lance en général à la figure, c'est ça, c'est un parti non républicain, et elle a bougé toujours de dire en quoi je ne suis pas républicain. Oui, mais les valeurs, mais qu'est-ce que j'ai dit moi là-dessus? J'ai jamais rien dit, etc. Oui, mais votre père et tout. Alors peut-être qu'une fois qu'elle aura coupé les ponts, elle aura peut-être la possibilité, effectivement, dans ce système qu'on a d'un scrutin majoritaire à deux tours qui fonde nos principales élections en France, donc elle l'a vu là au départemental, puisqu'il n'y a pas d'alliance possible avec le Front. Mais peut-être qu'elle va pouvoir peut-être s'agréger des petits partis de droite qui sèchent d'une certaine gauche. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez les alliances maintenant assez improbables. Elle, c'est moins les partis que de siphonner des elle va essayer de siphonner. Voilà, elle va essayer. Mais pas faire d'alliance, je pense qu'elle peut-être pas faire d'alliance. Elle a une stratégie de refus Ça d'alliance. dépend, on ne sait pas ce qui peut arriver tout d'un coup s'il y a quelqu'un qui a 2% dans les sondages, je sais pas, un candidat X ou Y qui pourra peut-être... On ne sait pas, si vous voulez, parce que moi je pense qu'il va y avoir une libération du Front National avec le départ du père. Mais là encore, et là je fais un peu l'autocritique des observateurs que nous sommes, cette libération, c'est très bien. Il y a belle lurette qu'elle est faite dans l'électorat. Oui. Il reste l'électorat âgé de l'UMP qu'elle n'a pas réussi à décrocher. Oui, l'électorat âgé ne va mourir, l'électorat âgé. Oui. Si l'électorat âgé ne vote pas pour le Front National, c'est parce que l'électorat senior est effrayé par son programme économique, effrayé par le parti de ramener la retraite à 60 ans, donc c'est-à-dire qu'en gros, plus de possibilité de payer les retraites. C'est aussi des gens qui ont vécu la guerre, et donc de ces propos-là, ils savent les résonances que ça a, ils peuvent pas les supporter. Nous verrons en tout cas ce qu'il en sera. L'interview de Marine Le Pen est à lire donc demain dans le Figaro. Autre thème ce soir, et c'est devenu le mot magique après la défaite des élections départementales, l'investissement partout. Il est répété dans tous les discours, ce mot. Un mot, bien sûr, mais pas seulement, un plan pour faire repartir ou tenter de faire repartir la machine économique et donner des gages à la gauche. On voit cela avec Jérôme Rabier, on en parle juste après. Après la courbe du chômage, puis le pacte de responsabilité, François Hollande et son gouvernement passent la troisième vitesse et misent sur un grand plan en faveur de l'investissement. Malgré la défaite des départementales, l'exécutif veut avancer et Manuel Valls annonçait la couleur dès le soir du deuxième tour. Dans les prochains jours, seront décidées de nouvelles mesures en faveur de l'investissement privé et de l'investissement public. Alors que le Premier ministre et le chef de l'État se répartissent d'habitude les rôles, ils ont décidé d'avancer de concert sur ce dossier. Le déplacement de François Hollande de vendredi dernier dans une forge en est la parfaite illustration. Il y aura un mécanisme exceptionnel qui sera créé pour soutenir dès aujourd'hui l'investissement. Après avoir détaillé ce plan d'investissement dans la matinée, Manuel Valls a assuré le service après-vente à l'Assemblée et il a réclamé un engagement plus important de la part du patronat. L'occasion également d'insister sur le soutien à l'investissement public réclamé de longue date par l'aile gauche du Parti socialiste. Je suis convaincu qu'avec les mesures déjà annoncées, les annonces de ce matin et celles que nous pourrions prendre à la mi-mai, en nous engageant auprès des collectivités qui favorisent l'investissement, nous favoriserons en effet l'investissement public qui est, vous l'avez bien compris, l'une des deux jambes sur lesquelles nous voulons avancer. Car Manuel Valls comme François Hollande veulent capitaliser sur les indicateurs économiques qui frémissent, mais également tenir leur majorité en vue du congrès du Parti socialiste début juin à Poitiers. Pas sûr néanmoins que la thématique de l'investissement soit très parlante pour les Français, pour qui l'inversion de la courbe du chômage est sans doute plus concrète.
Alors l'investissement, bien sûr, c'est le talon d'Achille de l'économie française. Depuis la crise de 2007, il manquerait environ 40 milliards d'euros d'investissement privé. Jean-Luc Gombault, mais on a l'impression que depuis ces derniers temps, ces derniers jours même, c'est devenu un mot magique, une sorte de totem pour l'exécutif. Oui, moi je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect économique, parce qu'il y a un vrai problème qui est réel. Vous parlez de 40 milliards d'euros. C'est pratiquement une année d'investissement en retard par rapport à 2007. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on regarde les dernières prévisions de l'INSEE, on est sur 0% d'investissement pour l'année 2015. Donc effectivement, il y a incontestablement un problème et on pourrait revenir sur les mesures. Mais j'écoutais là juste à l'instant le reportage du confrère. Ça satisfait, dit-on, la gauche du Parti socialiste. Ça, c'est extraordinaire. Parce que la gauche du Parti socialiste reproche à ce gouvernement de faire une politique de l'offre. Or, qu'est-ce qu'il y a plus qu'une politique de l'offre, qu'une politique orientée vers l'investissement? C'est beaucoup plus, plutôt que d'augmenter les pensions retraite, etc., qui serait une politique de la demande, ou du SMIC, etc. Là, véritablement, il confirme que sa politique il reproche moins la politique de l'offre qu'une politique restrictive. Donc, si on met de l'argent public pour financer l'investissement, ils sont... Je comprends bien, mais c'est quand même une politique de l'offre. Les modalités peuvent se discuter, mais c'est une politique pour augmenter... Ils ne reprochent pas la politique de l'offre. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'austérité. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'argent public mis... Le CICE, le pacte de responsabilité. Oui, parce que c'était que sur les entreprises. Mais déjà, ils disaient si on répartissait mieux... Je pense que ce que la gauche aime surtout, c'est que ce soit l'État qui prenne les choses en main. À partir du moment où c'est l'État qui dirige, ça va aller forcément très bien. C'est ça. Plutôt que de libérer les entreprises, on va leur dire... On vous donne de l'argent, on ne libère pas vos contraintes, parce qu'il y a eu, c'était un peu ça aussi, le pacte de responsabilité, c'était aussi d'un certain nombre, bon, il y avait effectivement de l'argent, etc., mais c'était aussi de libérer l'entreprise. Là, non, c'est l'État, et forcément, là, c'est des mesures qui sont générales, mais on va apprendre après que les mesures vont être, ça va être affiné, tout ça. On ne sait pas vers qui exactement ça va aller, mais on n'est pas sûr que, je sais pas, que les entreprises du CAC 40, etc. Non, c'était une espèce de reprise en main de l'État sur l'économie, et ça, la gauche adore ça, si vous voulez, adore ça. Parce qu'en fait, c'est pas beaucoup d'argent, parce que vous connaissez ça bien mieux que moi, mais c'est les banques qui financent les entreprises, et ça représente plusieurs centaines de milliards par an. J'ai lu un chiffre comme ça, c'est quelque chose il y a 2 ans, j'ai pas eu comme 800 milliards. Bien sûr, c'est très cher. En trésorerie, en investissement, justement, c'est les banques qui financent. Alors quand on dit que l'État va mettre quelques 2,5 milliards, sur 800 milliards, mais ça fait sourire. Ça fait sourire. Vous êtes d'accord que c'est très important, bien sûr, Jean-Luc Gombault, l'analyse de fond, et ça, vous allez la faire. Mais l'analyse de forme sur les mots, on a beaucoup entendu depuis ces derniers mois, c'était l'inversion de la courbe du chômage, etc., sur l'inflexion. Et là, on est sur un autre mot. Alors justement, c'est toujours un aspect, la politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut essayer de ne pas trop se répéter. Donc il faut trouver des mesures. Donc il faut trouver du nouveau. Alors si on dit la politique du gouvernement aujourd'hui va insister pour la baisse du chômage, dit oui, écoute, excuse-moi, mais j'ai entendu ça depuis maintenant 2 ans et demi. Donc effectivement, il y a un besoin de renouveau. Oui. Mais il n'empêche que quand même, il y a un problème et ils essaient de s'attaquer à ce problème. Il est vrai, c'est ce que dit M. Valls à l'instant, il est vrai que s'il n'y a pas de redémarrage de l'investissement, il n'y aura pas de redémarrage de la croissance. Le discours est juste, mais en même temps, le diagnostic est juste. Après, les solutions ne sont évidemment pas à la hauteur compte tenu des problèmes que juste à l'instant Cécile soulignait, c'est-à-dire évidemment comment financer tout ça, c'est quand même 2,5 milliards de baisse de recettes compte tenu de l'amortissement accéléré, mais il n'empêche qu'il s'attaque à un problème vrai. Oui, puis je crois qu'il y a aussi un aveu, en tout cas un retour à une forme de lucidité ou de réalisme de la part du gouvernement, c'est que on a bien vu que lorsque la croissance était en panne, en France, mais dans toute l'Europe aussi, toutes les gesticulations du gouvernement étaient finalement d'aucune utilité. Là, il y a un frémissement, une amorce de reprise, grâce, on l'a dit 100 fois, et vous nous l'avez très bien expliqué ici, la conjonction, l'alignement des astres, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, etc. Bon. Et donc, le gouvernement se dit, bon, ça arrive, c'est modeste, mais si on peut agir à la marge pour accompagner tout cela, ça peut produire un effet. Bon. Et c'est vrai que pour la première fois, on voit que des mesures de l'État minimes peuvent faire un effet bascule, là où jusqu'à présent, des mesures massives de l'État, étant à contre-courant de la tendance générale, n'étaient d'aucun effet. Donc, Cécile Cornudet, c'est une petite flamme qu'on essaye de préserver, là.
Oui, pour alimenter la machine. Et pour répondre à votre question sur politiquement, pourquoi ce mot aujourd'hui apparaît comme le trait d'union possible entre la gauche de Hollande et sa gauche, c'est parce que depuis 3 ans, la gauche n'a cessé de se déchirer sur la politique économique. On n'a parlé que de politique économique. Et tous les mots aujourd'hui sont connotés. Vous prenez réforme, c'est connoté. Macron, d'ailleurs, c'est égal réforme, c'est connoté. Vous prenez réforme fiscale, c'était héros, c'était les frondeurs, c'est connoté dans l'autre sens. Et donc, il restait quand même pas grand-chose pour mettre tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, Martine Aubry, manifestement, est sensible à ce signal. Et voilà, il pourrait rejoindre la... Alors, comme tous les mercredis, oui, Hélène Piloche, je veux juste ajouter une chose. Politiquement parlant, il y a aussi un argument dont nos dirigeants ont un peu peur aujourd'hui, c'est de dire « Ah, mais la reprise arrive, effectivement, mais un peu partout autour de nous. Et nous, on va y échapper. » Et ça, c'est très facile à faire comprendre aux citoyens. Si vous essayez de leur dire, et vous imaginez bien que l'opposition s'y engouffre avec délectation, évidemment. Mais regardez, nous, on va peut-être faire un 4, un 5, mais là-bas, ils vont faire 2-2, etc. Et nous, on a toujours notre déficit, on a tout faux partout. Et regardez, et la reprise, bien sûr que la reprise est là, mais elle n'est pas là chez nous. Donc, c'est important. Et je pense que le diagnostic est posé, c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre là derrière. Il a fait son diagnostic, qui, à mon avis, est le bon, parce que l'investissement, c'est extrêmement important pour faire marcher la machine, oui. Évidemment. Et c'est lui qui aussi, c'est Manuel Valls qui annonce, mais c'est Emmanuel Macron qui a pensé... Il reste à savoir si l'investissement dépend des aides. Est-ce que c'est parce qu'il y aura des aides? Voilà, pas une aide. Non, c'est pas une aide, c'est un amortissement accéléré sur un amortissement accéléré sur investissement réalisé. C'est-à-dire il faut réaliser l'investissement et une fois que vous avez réalisé l'investissement, vous pouvez baisser l'impôt de l'entreprise. Ça, c'est le genre de choses qui peuvent vraiment inciter les entreprises à penser. Il n'y a pas d'autres éléments. Ce que disait Guillaume tout à l'heure, il y a aussi un climat psychologique. Allez, nous verrons quelles seront les retombées bientôt, s'il y en a. Comme tous les mercredis, je vais vous faire réagir à la revue de presse des hebdos, à retrouver demain dans les kiosques. On va commencer avec la une du Point. Regardez, qui consacre bien sa une au philosophe Alain Finkielkraut avec ce titre « Ma France » sur les thèmes la civilisation, l'école, la laïcité, l'identité. Est-ce que vous pensez que ce sont ces thèmes qui vont imprimer maintenant la campagne qui s'annonce déjà, d'ailleurs à droite pour les primaires, Guillaume Tabar? Moi, j'ai toujours pensé que les thèmes qu'on appelle régaliens, identitaires, etc., avaient une force et une importance plus importante qu'on ne le dit dans le débat, et que c'était plus déterminant que les questions économiques et sociales, face auquel il y a une sorte de fatalisme de la part des Français. L'Obs à présent, qui s'intéresse aux robots qui attaquent nos boulots, Jean-Luc Gombault. Ah oui. Ça rejoint la discussion qu'on a eue à l'instant, puisque les entreprises françaises achètent 10 fois moins de robots que les entreprises allemandes. Donc, et pourtant, le chômage baisse en Allemagne. Donc, il faut voir si le... D'accord, c'est une équation intéressante. Si le sous-titre est aussi évident. L'Express, regardez, c'est les bons conseils du docteur Saldman qui est partout. C'est, prenez votre santé en main, forme, libido, alimentation, sérénité, tout cela va ensemble. Donc voilà, à lire, c'est très intéressant. L'hebdomadaire, le 1, où va la droite, le regard notamment de Yann Moix, Hélène Pilichowski. On avait annoncé d'ailleurs une bataille assez homérique, sanglante sur les primaires. Finalement, ça a l'air de plutôt bien se dérouler. On ne connaît pas encore. Oui, c'est vrai. Ça va très très vite. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Nicolas Sarkozy mène ça au pas de chat. Si vous parlez des primaires de l'UMP à droite, c'est pas encore réglé. Les problèmes de la participation des centristes, l'UDI, le MoDem, etc. Je vois que c'est assez conflictuel. Mais enfin, en 2 jours de temps, il y a 3 jours. Des règles sur la table. Oui, il y a déjà eu des aménagements qui ont été faits. Il n'y a plus 25 députés, mais 20, etc. Enfin, bon, on sent qu'il y a du rythme à l'UMP. Et on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Hélène Pilichowski, Jean-Luc Gombault, Cécile Cornudet et Guillaume Tabar. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous, merci de votre fidélité. Belle et douce nuit. À demain, avec plaisir.